va être obligé quelque part, malgré le fait qu'il y a un certain nombre de présents dans la salle qui ont vécu la grève en chair et en os, on va dire, on va être obligé de revenir un petit peu sur la réforme, sur un peu la grève pour les camarades qui n'ont pas vécu et qui ont envie aussi de connaître à la fois cette énorme bataille qui a été la grève des cheminots en 2018 et aussi l'intervention que les camarades du CCR ont pu avoir au sein de cette grève. Donc moi, je vais essayer de revenir rapidement sur quelques éléments pour contextualiser et donner des éléments sur la réforme. Donc, je pense que la première chose, c'est de dire que cette réforme, elle arrive dans un contexte un peu précis dans le cadre des objectifs du gouvernement Macron par rapport à la classe ouvrière et aux attaques qu'il voulait mettre en place. En réalité, cette réforme, c'est un petit peu le corollaire d'une politique de libéralisation et de casse du service public ferroviaire qui dure depuis plus de 20 ans et qui cherche aujourd'hui à rattraper un peu un retard de la bourgeoisie française par rapport, y compris à d'autres pays européens, où les réformes et les attaques vis-à-vis des secteurs, y compris un peu concentrés, du mouvement ouvrier qui ont une certaine tradition, ont déjà eu lieu, comme par exemple en Allemagne, par rapport à la France. Donc c'était un peu aussi dans ce contexte qu'il fallait comprendre la réforme ferroviaire. Donc pour résumer en 4 phrases ce que c'est que cette réforme ferroviaire, qu'est-ce que ça a impliqué pour la vie quotidienne des cheminots et des usagers. Donc la première chose, c'est la fin du statut cheminot, donc la casse du statut, c'est-à-dire voilà. Le deuxième grand chantier de cette réforme, c'est le transfert du personnel vers des boîtes ou des filières privées, l'ouverture à la concurrence. Donc que ça soit ouvert à la concurrence, même c'était déjà le cas par rapport au fret ferroviaire auparavant, et maintenant ça va arriver aussi dans tout ce qui est le transport des voyageurs, donc l'ouverture à des filiales, des entreprises privées. Et le quatrième chantier important de cette réforme, qui finalement, on va voir après, n'a pas vraiment, le gouvernement a été obligé de reculer un petit peu sur ça, c'est la question de la fermeture de 9000 km de lignes, qui était évidemment une attaque pas seulement contre les conditions de travail des cheminots, mais aussi et surtout contre les usagers. Donc la première réaction assez forte des cheminots, ça a été un rejet total de cette réforme. Juste pour donner un exemple qui pour nous est important et qui est un peu un point d'inflexion, qui nous donne un peu des indices sur la portée et les possibilités de la bataille du rail, c'est la journée du 22 mars 2018, qui était la première journée de mobilisation massive des cheminots, qui était par ailleurs une journée où le principal syndicat, qui est la CGT, le principal syndicat de la SNCF, n'appelait pas à la grève. Ouvertement, il disait « il ne faut pas faire grève ce jour-là, il faut que tous les cheminots puissent monter à Paris pour faire une grande manifestation ». Et il disait « il ne faut surtout pas se mettre en grève parce que sinon les trains ne pourront pas rouler jusqu'à Paris et les cheminots ne pourront pas monter ». Et malgré ça, on a eu une grève, donc le seul syndicat qui appelait à la grève, c'était Sudrail, officiellement, et c'est le 3e syndicat dans l'entreprise. Et malgré le fait que le principal syndicat n'appelait pas à la grève, il y a eu une grève à des taux historiques, avec plus de 25 000 cheminots qui ont défilé un peu partout en France. Et quelque part, le deuxième indice, si on regarde un peu de manière rétrospective de cette puissance ou de cette contestation des cheminots par rapport à cette réforme, c'est le fait même qu'il y a eu un conflit de plus de 3 mois, qui s'est étalé donc sur 3 mois, qui a surpris, je pense, de par sa combativité et par sa durée, même nous, les militants les plus combatifs. C'est-à-dire qu'on ne s'attendait pas
nous, quand on a su qu'il y avait un calendrier de grève de 3 mois, on s'est dit, mais jamais de la vie, on va arriver à la fin juin encore avec des cheminots en grève, quoi. Ça montre, c'est juste quelques exemples, je pourrais en donner d'autres, mais ça montre qu'il y a une chose qui est vraie. Personne ne peut dire aujourd'hui que les cheminots ne voulaient pas se battre. Quand on regarde le 22 mars, quand on regarde les 3 mois de conflit, personne ne peut dire que les cheminots ne voulaient pas se battre. Même si aujourd'hui, c'est beaucoup le discours que tient la CGT et même certains au sein même de Sudrail, ils disent ouais, le problème c'est les cheminots, ils ne voulaient pas se battre. C'est une façon évidemment de ne pas tirer leur propre bilan et le bilan de leur propre politique. Donc voilà, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas expliqué pourquoi on a perdu, parce que la réalité c'est qu'on n'a pas réussi à faire retirer cette réforme. Donc il faut, nous on a envie de réfléchir un petit peu là-dessus et d'essayer de tirer les leçons de cette grève pour la suite. Après, pour essayer de donner quelques éléments, la grève, nous on dit souvent, c'était une grève qui était populaire, qui avait un soutien assez large de la population, on va voir un petit peu pourquoi, et c'était une grève qui était non corporatiste, c'est-à-dire que ce n'était pas une grève où l'avis des cheminots, ce n'était pas uniquement de défendre leurs conditions de travail, et on va voir après aussi pourquoi. Avec l'offensive de lancement de la réforme, le gouvernement il a lancé tout de suite une campagne de dénigrement des cheminots, ce qu'on a appelé, nous, le cheminot bashing, qui était H24 à la télé, dans les médias, etc. Donc ils ont essayé de justement casser un peu le soutien qu'il pouvait y avoir de la part de la population. Et nous, on a depuis le début insisté que c'était un enjeu important, ce dénigrement des cheminots vis-à-vis de l'opinion publique, des usagers, etc. C'était un enjeu majeur pour le gouvernement, justement parce que les cheminots étaient une digue à faire tomber. Et nous, on disait souvent que Macron se jouait son quinquennat quelque part dans cette réforme. Si les cheminots arrivaient à battre le gouvernement Macron, le gouvernement il allait être en beaucoup de difficultés après pour pouvoir appliquer l'ensemble des réformes qu'il voulait appliquer pour le reste du monde du travail. Et le truc intéressant, ce qui est intéressant, c'est que les cheminots, ils ont massivement et assez spontanément déconstruit cette campagne de dénigrement. Et on a vu sur les réseaux sociaux, par exemple, un déferlement de vidéos où on voyait les cheminots travailler sous la neige, dans des conditions en 3-8, dans des conditions terribles, etc. Il y a eu une déferlante de fiches de paye qui ont commencé à être montrées sur les réseaux sociaux pour déconstruire un peu ce truc qui disait les cheminots c'est des privilégiés, ils gagnent des sommes faramineuses, genre ils touchent la prime charbon, etc. Enfin, il y avait tout un discours comme ça. Et les cheminots, je pense assez massivement et assez spontanément, ils ont cherché à déconstruire cette campagne sur les réseaux sociaux. Nous, on a fait d'ailleurs un article sur Révolution Permanence qui était les fiches de paye, je ne sais plus le titre, mais c'était les fiches de paye des cheminots. Donc on avait récolté plusieurs fiches de paye pour montrer que, je ne sais pas, par exemple, moi je suis contractuelle, je travaille en 3-8 et je gagne 1 400 €. Donc on avait fait pour montrer en fait cette réalité qui déconstruisait beaucoup le discours du gouvernement. Et le soutien à la grève, on le voyait aussi beaucoup dans le soutien populaire. Enfin, on a été, je pense, il y a beaucoup d'expériences de cheminots qui ont fait des piquets ou des tables, des petits déjeuners dans les gares pour s'adresser aux usagers. Et on avait évidemment des gens qui disaient bande des feignants, allez travailler, mais il y en avait beaucoup qui nous soutenaient et qui disaient, y compris, moi j'ai eu des usagers qui venaient me dire pourquoi vous ne faites pas grève pour de bon, quoi, arrêtez avec votre truc de 2 jours sur 5. Donc on voit bien qu'il y avait, en tout cas dans un secteur de la population, une conscience que la grève des cheminots, c'était beaucoup plus que juste la grève des cheminots en réalité. Donc ça, c'est intéressant. Et un élément important qui a montré ça, c'est le soutien qu'il y a eu financier
avec la caisse de grève, une caisse de grève nationale qui a été lancée par des intellectuels, qui a récolté plus d'1 million d'euros. Donc c'est énorme. Après, on est beaucoup de cheminots, donc ça a représenté pas beaucoup d'argent par cheminot, mais ça montre qu'il y avait un soutien avec des milliers de gens qui ont donné de l'argent sur Internet. Donc ça, c'est quand même un truc qui montre qu'il y avait un soutien populaire à la grève. Et après, l'autre question qui a été au centre, j'en parlais tout à l'heure, c'est la question du service public. Avec l'histoire justement de la suppression des petites lignes. Donc les petites lignes, il y avait dans le plan initial du rapport Spinetta, qui est celui qui a rédigé la réforme, il y avait la suppression de 9000 km de lignes. Et ça, c'est quelque chose que, en fait, c'était une erreur quelque part du gouvernement, un mauvais calcul, parce qu'ils ont, avec ce truc-là, ils ont fait la démonstration que c'était une attaque en règle, même contre les usagers, contre tous les travailleurs qui prennent le train tous les jours. Et ça, dès le début, générait un peu un rejet même de la population par rapport à cette réforme. Et de fait, même si ce n'est qu'un parole et un discours, le gouvernement a dû reculer sur ça. En fait, dans la réforme, au final, c'est pas dit noir sur blanc qu'ils vont supprimer 9000 km de lignes, même si on est déjà en train de voir qu'ils vont le faire quand même. Mais en tout cas, ils ont dû, dans le discours, revenir sur cette attaque qui était prévue dans la réforme. Et chez les collègues, donc pourquoi je disais que c'est une grève non corporatiste, parce que chez les collègues, il y avait beaucoup un sentiment de dire, en tout cas chez un certain nombre de collègues, qu'on ne peut pas gagner tout seul. Donc il y avait beaucoup l'idée de dire, ok, nous on peut faire grève, etc., mais si on n'a pas les autres secteurs avec nous, on ne pourra pas gagner. Et ça, c'est pas très habituel dans les grèves des cheminots, parce qu'il y a beaucoup, comme on est une corporation qui a beaucoup d'acquis et qui s'est battue et qui a fait des grèves, on a un pouvoir de paralysie de l'économie. Voilà, c'est ce sentiment de penser qu'on a besoin d'autres secteurs, c'est pas quelque chose d'habituel, donc c'était un élément un peu marquant, je pense, de cette réforme qui était intéressant. Et y compris, il y avait, au même moment, il y avait des mobilisations des étudiants. Donc on a fait dans plusieurs facs, que ce soit à Toulouse, où il y a eu un meeting de convergence à la fac, à l'université, porté aussi par nos camarades, ou que ce soit à Tolbiac, à Paris 1, à l'université de Paris 1, où il y a eu aussi, porté par nos camarades étudiants, des initiatives avec des soirées pour récolter de l'argent pour la caisse de grève, etc. Donc on a essayé, quelque part, à notre petite échelle, de tisser des liens et d'essayer de faire en sorte qu'il y ait des phénomènes de convergence avec les autres secteurs. Donc voilà, donc quand on regarde tout ça, on a envie de dire, mais du coup, encore une fois, pourquoi on n'a pas gagné? Parce que il y avait beaucoup d'éléments, il y avait beaucoup d'ingrédients en fait qui étaient là pour pouvoir arriver à une victoire. Donc pour nous, en fait, pour les camarades du CCR, on pense qu'il faut regarder, pour comprendre en tout cas une grosse partie du problème, on va dire, il faut regarder du côté de la stratégie qui a été portée par les directions syndicales, par l'interfédérale. Du coup, c'était une espèce d'intersyndicale avec la CGT, qui est le premier syndicat, l'UNSA, qui est le deuxième syndicat, Sudrail, qui est le troisième syndicat, et la CFDT. Et c'était une interfédérale, en fait, qui a, dès le début, a pondu une stratégie qui était la stratégie de 2 jours sur 5. C'est-à-dire, on fait grève 2 jours et on va travailler 3 jours. Et c'était un calendrier comme ça, fixé à l'avance, pendant 3 mois. Donc, en fait, déjà, en termes de surprise, effet surprise pour la direction, il n'y avait que dalle, parce qu'il n'y avait rien, parce que c'était prévu déjà un calendrier fixe 3 mois avant, donc il y avait donc ça a permis à la direction de s'organiser. C'était une grève, le discours de la CGT, c'était de dire que la grève reconductible était impossible parce que les cheminots, ils étaient incapables de faire une grève reconductible. Donc en fait, ils ont porté l'idée d'une grève à l'économie.
Et cette grève à l'économie qui était défendue telle qu'elle par la direction de la CGT est très rapidement devenue la grève à la carte. C'est-à-dire que du moment où on se dit qu'on peut économiser de l'argent, qu'on peut faire grève, mais aussi on peut économiser de l'argent, très rapidement, on va dire, bon, mais si je peux économiser de l'argent sur 3 jours, pourquoi pas sur 2, au lieu de faire 2 jours, j'en fais qu'un, et au lieu de faire 3 séries, j'en fais que 2. Et du coup, comme ça, en fait, la grève, elle est devenue très rapidement une grève à la carte, avec un but qui était affiché. Le but qui était affiché, c'était celui de durer. La CGT disait il faut durer le temps des négociations, au lieu de dire il faut frapper le plus durement possible pour gagner. Alors que la réalité, c'est que cette question des négociations aussi, ça a été un problème parce que les cheminots, ils étaient très majoritairement contre la réforme. Donc ils voulaient pas négocier des petites miettes, ils voulaient que la réforme soit retirée. Donc au lieu d'utiliser cette force pour faire une bataille dure contre la réforme, en fait, on s'est retrouvé à faire une grève à l'économie, une grève à la carte, à durer et pas, voir comment on pouvait durer et pas comment on pouvait gagner. Et cette question du calendrier que je disais tout à l'heure a eu un rôle néfaste par rapport à la grève elle-même et à l'activité, à l'auto-activité des cheminots. C'est que ça a passivisé les cheminots, c'est-à-dire qu'on venait en assemblée générale pour ceux qui venaient, mais on savait déjà que la grève était prévue 2 jours, après il fallait revenir au boulot 3 jours, et que c'était comme ça tout le long pendant 3 mois. Donc à quoi bon venir à une assemblée générale? À quoi ça peut servir si déjà le calendrier il est fixé, tout est prévu, tout est acté, et l'assemblée générale en réalité décide de rien? Et donc deux limites aussi supplémentaires à cette stratégie. Comme je disais tout à l'heure, la boîte elle a pu s'organiser parce qu'elle avait déjà le calendrier sur 3 mois, donc elle pouvait prévoir en fait le plan de transport, essayer de mettre les gens qui n'étaient pas grévistes le jour de grève, etc. Donc en fait ça a permis à l'entreprise de s'organiser pour chercher à faire en sorte que la grève n'ait pas d'impact dans la circulation et le transport ferroviaire. Et la dernière chose qui est importante pour nous, c'est que ce calendrier, en fait, c'était un obstacle pour la convergence. Moi, je disais, nous, on a essayé de faire des tentatives avec les étudiants, avec les autres secteurs. On a, par exemple, je pense que Clem, il va revenir dessus, mais on a essayé, par exemple, le 22 mai, de faire, alors que ce n'était pas un jour de grève du calendrier, mais on a essayé d'appeler à la grève quand même pour converger avec une date de grève des fonctionnaires. Donc il y a eu des tentatives comme ça, mais c'était le calendrier cassait toute possibilité de convergence. Donc pour finir, juste je vais dire un mot sur Sudrail, parce que c'est le syndicat dans lequel on intervient. Et à Sudrail, donc il y a eu une chose qui était positive, c'est-à-dire qu'il y avait l'idée que c'était la souveraineté des AG, en fait que c'était aux AG de décider. Donc on n'avait pas ce truc de se plier un calendrier, etc. officiellement, mais très très rapidement, dès le début de la bataille, c'est un discours qui est devenu totalement inaudible, en fait. Et pourquoi? Parce que déjà, il y a eu certains syndicats au niveau régional, dans différentes régions, qui se sont pliés à la stratégie de 2/5, à la stratégie de la CGT, sous prétexte qu'il fallait préserver l'unité syndicale à tout prix. Donc une unité par en haut qui, en réalité, dépossédait les cheminots de leur propre grève, quoi. Et l'autre élément qui a fait, à mon avis, la stratégie de Sudrail qui l'a rendue totalement inaudible, c'est qu'on a à la fois défendu sur le papier le mot d'ordre du retrait du pacte ferroviaire, mais derrière, on est parti faire tout. La direction de Sudrail est partie faire toutes les négociations avec le Premier ministre, avec Borne d'abord, avec le Premier ministre après, etc. Donc évidemment, si on est pour le retrait, qu'est-ce qu'on va aller négocier? Donc en fait, ça aussi, ça a rendu inaudible le principal mot d'ordre qui était celui qu'il fallait défendre dans la grève. C'est-à-dire, si tu défends le retrait, mais qu'à côté, tu vas négocier et tu passes ton temps dans les négociations, il y a un problème. Donc,
Nous, ce qu'on pense qu'il aurait fallu faire, entre guillemets, je vais laisser Clem après développer, mais ce qu'on a essayé en tout cas de porter, c'était justement l'idée de la nécessité de construire une alternative face à ça, une alternative solide et à la base face à la politique des directions syndicales, parce que pour nous, c'était quelque part une question de vie ou de mort. Enfin, c'est-à-dire que si on ne faisait pas ça, on laissait les cheminots et on laissait les directions syndicales diriger cette grève comme elles voulaient. Et nous, on a cette alternative que nous, on a cherché à construire. Pour nous, elle devait se faire, et c'est ce qu'on a porté, indépendamment des étiquettes syndicales. C'est-à-dire que nous, encore une fois, Clem, je pense qu'il va développer, mais on cherchait à regrouper tous les cheminots, qu'ils soient syndiqués, non syndiqués, qu'ils soient à Sud ou à la CGT, les regrouper à la base, tous les cheminots qui cherchaient à dépasser la politique, la stratégie des directions syndicales. Parce que pour nous, c'était une stratégie perdante et on a pu le constater malheureusement 3 mois après. Donc moi, je vais laisser Clem qui va développer un petit peu les questions de l'intergare, et puis après, Anas qui fera une petite conclusion. Bon, pour l'intergare, alors l'intergare, en fait, c'est une rencontre entre grévistes sans étiquette qui s'est créée, qui s'est développée pendant la grève, donc avec pour but d'obtenir de l'auto-organisation. Et donc, en fait, pourquoi avoir créé cette intergare? En fait, tout d'abord, il y avait la stratégie de la grève perlée, 2 sur 5 qui était défaillante. Donc, il n'y avait pas de prise de parole, de démocratie dans les AG. Et certaines AG, il n'y avait même pas de vote, comme l'AG de Montparnasse, où voilà, elles étaient cadenassées et c'était plus un meeting syndical. Pour les dépasser, dans un premier temps, on a fait un groupe pour insuffler une dynamique et construire un pôle combatif qui réfléchit en fait à une stratégie pour gagner face à cette grève perlée qui nous envoyait droit dans le mur. Donc dans cette rencontre intergare, il faut savoir que elle est uniquement sur Paris. Donc voilà, elle était uniquement sur Paris, mais il y avait beaucoup de cheminots de province qui montaient justement à Paris pour se ressourcer un peu, faire des actions. Enfin voilà, c'était un pôle aussi où il y avait beaucoup de cheminots qui restaient motivés en place grâce à ça. Et ensuite, grâce à cet intergare, petit à petit, les cheminots, ils ont commencé à comprendre qu'il fallait critiquer et proposer une alternative à la stratégie perdante de l'interfédéral, donc des 4 syndicats, enfin même s'il n'y en avait que 3 pour la 2-5. Et dans un second temps, on était inspiré par une grève chez les cheminots qui s'est déroulée en 1986, où il y avait un taux d'auto-organisation assez élevé, où voilà, en fait, il y avait une coordination de grévistes où les directions syndicales ont été dépassées. Et en fait, l'intergare était une sorte d'embryon de cette auto-organisation et de coordination de grévistes. Malheureusement, par manque de démocratie dans les AG, ça a été une limite. En fait, le manque de démocratie dans les AG locales a été une limite pour l'intergare, car à la base, en fait, on voulait vraiment faire cette coordination, donc c'est-à-dire que les grévistes élisent dans leurs AG locales des mandatés, justement pour servir de coordination et donc d'alternative à la politique des directions syndicales. Donc il n'y a pas eu beaucoup d'AG où il y a eu des mandatés. Donc au niveau de cet objectif-là, on n'a pas atteint notre objectif. Mais c'était vers là où on voulait aller. L'intergare, c'est aussi une école de démocratie ouvrière. L'intergare, elle a eu pour effet d'avoir joué un rôle de prise de conscience sur le rôle néfaste des directions syndicales lors du conflit, en fait à une échelle plus large que habituellement. Dans le cas échéant, le rôle de la CGT
de l'unité syndicale, ou plutôt de l'interfédérale, avec l'UNSA et la CFDT, où en fait la stratégie était clairement de négocier. Donc voilà. Les grévistes, ils ont vite compris qu'on pouvait en fait voter de manière démocratique dans ces AG, et surtout en fait que c'était pas les syndicats qui décidaient pour les grévistes en fait. Donc ils se sont rendus compte très rapidement de l'emprise des directions syndicales dans les AG locales, où ils les ont complètement infiltrées, donc c'est-à-dire les cadenassés, enfin voilà, les verrouillés, ou des AG, comme je l'ai dit tout à l'heure, à des allures de meetings syndicaux, où les organisations syndicales parlent dans l'ordre du résultat des élections. Enfin, donc voilà, c'était assez impressionnant. Ou par exemple, la tenue de plusieurs assemblées générales qui sont parfois côte à côté, mais qui se déroulent quand même séparément. Donc ça, c'était plus une stratégie pour éviter le regroupement et éviter de se faire dépasser lors des assemblées générales. Alors ensuite, moi je vais faire un point, c'est la grève 2 sur 5 ou la grève perlée pour négocier. Parce que c'est un rôle où l'Intergare, elle a joué un rôle d'opposition aux directions syndicales sur le point de la stratégie. Le fait de faire 2 jours de grève par séquence avec un calendrier dévoilé 3 mois à l'avance, les cheminots, comme l'a dit Loli tout à l'heure, n'avaient plus qu'à cocher les cases. Il y avait 3 syndicats qui appelaient à la grève perlée, donc la CGT, l'UNSA et la CFDT. Le dernier, Sudrail, a décidé d'appeler à la grève reconductible, mais sans trop de conviction, sans réellement la militer, car certains syndicats régionaux du syndicat de Sudrail ont plutôt choisi de rester dans l'unité syndicale, donc de suivre la stratégie du 2-5. L'Intergare, encore une fois, elle a joué un rôle essentiel sur la stratégie en faisant de manière décomplexée la promotion de la nécessité d'une grève dure et reconductible qui dénonce la stratégie perdante de l'interfédéral, la stratégie de négociation. Parce que les cheminots, ils souhaitaient le retrait du pacte ferroviaire et pas vraiment de négociation. L'intersyndicale, elle, justement, au contraire, elle voulait négocier, et donc voilà, sans réel mandat. Par contre, nous, je pense qu'il y a une nécessité de le dire pour être clair. Si l'unité syndicale, ça avait été pour le retrait du pacte ferroviaire sous une grève dure et reconductible, alors évidemment, l'unité syndicale, on aurait été pour. Donc, en fait, on s'est retrouvé très vite avec un cas d'unité par le haut pour les bureaucraties syndicales, et en fait de construire une unité par le bas avec l'Intergare. Et le premier obstacle dans la bataille du rail, c'est justement vite devenu cette intersyndicale, et par le haut, en fait, avec le plus petit dénominateur, où les principaux dirigeants, notamment Laurent Brun pour la CGT ou Éric Meyer pour Sudrail, en fait, ont décidé de s'emparer d'une stratégie, d'imposer une stratégie pour 150 000 cheminots, où en fait on a 4 personnes autour d'une table qui imposent une stratégie pour 150 000 cheminots, et donc de manière non démocratique, sans vote. En fait, ils se sont cachés derrière une unité factice, longtemps demandée par les grévistes lors des précédents conflits, c'est-à-dire il y avait énormément lors des précédents conflits, il y avait énormément de grévistes qui demandaient justement cette fameuse unité entre les syndicats. Donc eux, ils ont profité de ce modèle-là auquel tout le monde aspirait, mais en fait cette unité syndicale s'est très vite retrouvée dirigée par le syndicat le plus fort, c'est-à-dire la CGT, qui est le premier syndicat cheminot.
Nous, pour l'Intergare, il nous a paru important de faire un rassemblement de grévistes sans étiquette, notamment en donnant un peu un mot d'ordre, en disant qu'on est tous cheminots et qu'en fait on était tous dans le même bateau et que les histoires d'étiquettes syndicales étaient à ce moment-là on s'en foutait quoi. Et en fait, on a cherché à développer de manière démocratique notre conception de la grève, de notre stratégie à la base, en réclamant notamment le contrôle des négociations. Pour tout ça, on a choisi, nous le CCR, de proposer une stratégie spécifique, celle d'interpeller les directions syndicales. Donc, afin de créer en fait une prise de conscience à une échelle de masse dans l'un des secteurs les plus importants et les plus combatifs du mouvement ouvrier. Les travailleurs ne sont pas marxistes de base. Et donc, leur affirmer en permanence, comme le font certains militants révolutionnaires, que les directions syndicales vont trahir les grévistes, n'est pas suffisant pour qu'ils en prennent conscience. Et en fait, nous on pense que ça doit se traduire dans la réalité via une expérience. C'est pour ça qu'on a impulsé l'Intergare. On a choisi une orientation spécifique pour elle, celle d'interpeller les directions syndicales. D'abord, lors d'une rencontre Intergare, en faisant des tentatives de voter des motions dans les assemblées générales locales, puis en allant les interpeller directement lors d'une intersyndicale. Donc au final, les grévistes, ils ont constaté eux-mêmes que la bureaucratie syndicale ne partageait pas leurs souffrances ou leurs inquiétudes. Et ces dernières, en fait, lorsqu'on a été les interpeller en bas de cette intersyndicale, ils ont appelé la police, les CRS, contre les grévistes, justement pour protéger le déroulement de cette intersyndicale. Ce moment, ça a été un déclic total pour certains cheminots qui ont vu le masque des directions syndicales tomber à ce moment-là. Aujourd'hui, ces cheminots qui sont dans l'Intergare et qui ont été interpellés, ces directions syndicales, ils ont compris justement leur rôle néfaste et ils militent pleinement pour l'auto-organisation et le développement de lieux démocratiques, où la base peut décider de son mouvement. Dans un premier temps, on a parlé publiquement des directions syndicales. Donc dans un premier temps, il y avait de cette manière-là. Dans un second temps, on a fait des motions dans les AG locales pour dire qu'on n'était pas pour négocier, qu'on voulait une grève reconductible, que la stratégie n'était pas bonne, qu'il fallait bouger le calendrier. Et dans un troisième temps, en venant les interpeller lors d'une réunion entre les 4 syndicats. Donc c'est en gros l'interfédéral, quoi. On est allé sous les fenêtres de l'interfédéral. Il y avait une réunion de l'intersyndicale au niveau national et on est arrivé avec, je ne sais pas combien on était, mais avec des cheminots de l'Intergare en gros pour interpeller. Et c'est à ce moment-là qu'ils nous ont envoyé les CRS. Et donc, je terminerai là-dessus pour mon point. L'Intergare n'était pas un substitut aux AG locales, mais justement un complément. L'Intergare n'est pas un syndicat, mais un collectif qui complète justement celui-là et qui milite pour l'auto-organisation et le fait de décider pleinement démocratiquement de notre mouvement. Pourquoi on décide de faire en fait cette discussion là sur le bilan de la bataille du rail? Parce que nous ne sommes pas des militants syndicaux.
on se considère être militant révolutionnaire. Et le militant révolutionnaire, c'est celui qui a une emprise syndicale, qui peut être délégué du personnel, qui peut avoir des tâches et ne pas y aller et faire le travail d'un syndicaliste lambda, mais qui est capable également de mener une politique offensive pour comprendre ce qui se passe autour de lui. Et le problème, c'est lorsqu'on regarde uniquement l'apolitisme, entre guillemets, qu'il y a dans le syndicalisme, mené par la bureaucratie syndicale, cet apolitisme, en fait, empêche toute possibilité, en fait, de tirer les bilans. Quel a été le bilan de la défaite de 2003? Quel a été le bilan de la défaite de 2007? Quel a été le bilan de la défaite de 2010? Quel a été le bilan de la défaite de 2014? Et ainsi de suite. Et il n'y a jamais de bilan, si ce n'est un seul. Les masses n'ont pas répondu à notre appel. C'est jamais la faute d'en haut, c'est toujours ceux d'en bas qui n'ont pas daigné répondre à l'appel des directions syndicales. Et pour nous, tirer des bilans, c'est déjà comprendre politiquement ce qui se passe autour de nous. On considère que Macron n'est pas Sarkozy, Sarkozy n'est pas Jacques Chirac, Mitterrand n'est pas François Hollande, le capitalisme de 2019 n'est pas le capitalisme de 1960, l'état des cheminots en 1970 n'est pas l'état des cheminots en 2019, etc., etc., etc. Ça nous permet de comprendre où on va pour pouvoir derrière tirer des conclusions et non pas des conclusions simplistes qui visent à dire bah, les collègues n'ont pas voulu se bouger. Pourquoi ils n'ont pas voulu se bouger? Est-ce qu'on essaye de comprendre pourquoi ils n'ont pas voulu se bouger? Est-ce qu'on entend après encore des analyses simplistes? Ah, parce qu'ils ont un iPhone. On pense que les gens ne font pas grève parce qu'ils ont un iPhone. On pense que les gens ne font pas grève parce qu'ils ont un crédit. On pense que les gens ne font pas grève parce qu'ils sont à découvert. On pense en gros que la grève, c'est une question d'argent. Mais ce n'est pas une question politique. Si la grève, c'est une question d'argent, moi je donne un exemple simple. Bernard Arnault, qui est la 3e puissance mondiale, devrait être en grève reconductible toute l'année. Il a de quoi peut se permettre de faire grève. Pourquoi il ne fait pas grève? Il a de l'argent. Et nous, les prolétaires, on n'en a pas. On ne peut pas se permettre, nous, de faire grève. Est-ce que le prolétaire de 1968, on considère qu'il a plus d'argent qu'aujourd'hui? Non. Bien entendu, il y a la question qu'il y a une crise militante, et ça, il ne faut pas le nier, mais la crise militante, c'est pareil. Tout ne descend pas, tout ne vient pas du ciel, et les choses, elles doivent se comprendre à travers l'évolution des pratiques syndicales, l'évolution des défaites dans lesquelles nous ne tirons aucun bilan, et dans lesquelles, il y a de la démoralisation qui s'installe. Et ceux qui étaient combattants au mois de janvier, ils ne sont pas là au mois de février. Et ceux du mois de février, ils ne comprennent pas pourquoi ceux du mois de janvier ne sont pas là. Et celui du mois de janvier, il dit « Ouais, mais toi, t'étais où ?» Et puis, on se fight entre soi sans comprendre, en fait, qu'est-ce qui cloche. Et nous, on considère que ce qui cloche, c'est la question des stratégies, de la stratégie en tout cas des directions syndicales, et ça a été évoqué la question de la grève perlée. Il y a 2 écoles. Nous, on fait partie de la 2e école. La première école, elle dit que tu as des gens, et en fonction de ces gens, tu fais une stratégie. Nous, on est de la 2e école. Nous, on considère que tu as une stratégie, et en fonction de cette stratégie, tu as des gens. Juste pour expliquer un peu mieux, je voulais un passage formidable de Léon Trotsky sur la période de 34 à 36 que moi je citais à l'époque durant la bataille du Rail. On a l'impression que vous allez écouter ce passage-là, on a l'impression que Trotsky était là avec les Gilets jaunes, il était là avec
les ordonnances Macron, il était là avec les cheminots. Il dit « Les chefs du Parti communiste peuvent certes invoquer le fait que les masses ne font pas écho à leur appel. Or, ce fait n'infirme pas, mais confirme notre analyse. Les masses ouvrières comprennent ce que ne comprennent pas les chefs. C'est-à-dire que dans les conditions d'une très grande crise sociale, la seule lutte économique partielle qui exige d'énormes efforts et d'énormes sacrifices ne peut pas donner de résultats sérieux. Pire encore, elle peut affaiblir et épuiser le prolétariat. Les ouvriers sont prêts à participer à des manifestations de lutte et même à la grève générale, mais non pas à des petites grèves épuisantes sans perspective. Malgré les appels, les manifestes et les articles de l'Humanité à l'époque, les agitateurs communistes n'apparaissent presque pas devant les masses en hommes qui prêchent des grèves au nom des revendications partielles immédiates. Ils sentent que les plans bureaucratiques des chefs ne correspondent absolument pas à la situation objective ni à l'état d'esprit des masses. Sans grande perspective, les masses ne pourront pas lutter et ne commenceront pas à lutter. La politique de l'humanité et la politique d'un pseudo-réalisme artificiel est faux. L'échec de la CGT dans le déclenchement de grèves partielles confirme indirectement, mais très réellement, la profondeur de la crise et de la tension morale dans les quartiers ouvriers. On voit clairement, pour résumer, que ce que dit Trotsky, c'est qu'en gros, quand tu vois la situation politique, qu'il y a 9 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, qu'il y a 6,5 millions de chômeurs, que dans une entreprise comme le rail, par exemple, tu as 150 000 cheminots au statut, mais tu as également 150 000 autres travailleurs du rail, et ça on ne le sait pas, hein. L'autre moitié de la SNCF, ce sont des sous-traitants, que ce soit dans les wagons-trains, que ce soit le nettoyage des gares, que ce soit la sécurité, etc., ceux qui interviennent en tant qu'intérimaires, c'est la moitié de la SNCF. On comprend très bien que tu ne peux pas, dans cette situation politique, mener une grève corporatiste, qui n'est même pas une grève corporatiste offensive, qui est une grève corporatiste défensive. Et en plus de cela, à travers la grève perlée, tu demandes aux gens d'avoir un bac plus 20 en stratégie, c'est-à-dire telle date, et telle date je reprends, et telle date je refais, et telle date je reprends, et telle date je refais. C'est ce que dit Trotsky. Les gens n'ont pas envie de s'épuiser dans des grèves épuisantes, difficiles économiquement, pour obtenir quoi? Rien. Le retrait d'une réforme que peut-être le successeur de Macron remettra sur la table, et ainsi de suite. Ce n'est pas possible. Et on voit la différence avec le mouvement des Gilets jaunes. Pourquoi le mouvement des Gilets jaunes, il a été fort et puissant? Ce n'est pas une histoire de Facebook, ce n'est pas une histoire d'essence. On l'a très bien vu, il n'y a pas besoin d'être révolutionnaire pour le comprendre. On a tous vu qu'il y avait un ras-le-bol profond qui s'est installé depuis 40 ans de politique néolibérale, de pression des masses populaires, et qu'à un moment donné, ça a été, comme moi j'ai dit hier dans le meeting, la goutte d'essence qui a fait déborder le vase. Mais on ne peut pas dire que c'est grâce à Facebook. On ne peut pas tirer les conclusions demain avec le mouvement des Gilets jaunes que la solution c'est de commencer à faire des mouvements à travers Facebook. Ce n'est pas Facebook qui a fait en sorte qu'il y ait le mouvement des Gilets jaunes. Et nous, on considère que les cheminots, ils font pas grève comme ça parce que tu les as croisés dans le poste et que tu leur as donné un tract. Même s'ils ne disent pas tout, même s'ils n'arrivent pas à définir profondément, on voit autour de nous que pour des collègues, ce n'est pas la question de dire « j'ai pas d'argent », c'est qu'au fond, la phrase qu'ils oublient de dire,
c'est que j'ai pas d'argent à perdre pour cette grève-là. Il n'y a rien à gagner. Et à la fin, ils viennent vous voir en plus. Et ils vous disent, voilà, moi j'ai gardé mon salaire. On est égalité là ou pas? On est égalité, j'avais raison. Et ben toi, la prochaine fois, tu diras, je ferai comme lui, il a raison. En plus, lui, il a pris une augmentation salariale en plus ce mois-là et il a été bien vu. Et moi, j'ai pris une sanction disciplinaire. Et c'est ce que dit Trotsky. C'est-à-dire qu'elles épuisent et en plus, elles peuvent jouer un rôle contraire en fait à ce qu'il y a besoin. C'est-à-dire plutôt que de jouer un tremplin, la question n'est pas une victoire ou une défaite, c'est quelle conclusion on tire des bilans. Et sur la question de la grève perlée, en l'occurrence, Loli en a parlé, Clem en a parlé également. On comprend que d'abord, pour nous, la question de la grève reconductible, ce n'est pas une question de est-ce que ça a marché ou ça n'a pas marché, parce que chaque chose est à mettre en perspective avec la période donnée, avec la situation donnée, avec quelle a été la réforme. Mais on comprend très bien que tu ne peux pas faire une grève à l'économie, parce que ça a été une grève à l'économie. On a expliqué aux cheminots que pour gagner, il fallait économiser et il fallait durer. Si déjà les gens, tu leur expliques qu'il faut économiser, il ne faut pas s'étonner qu'après, il y en ait certains qui veulent économiser un peu plus et commencer à ce qu'on a vu dès le départ, non plus des grèves perlées, mais des grèves perlées de la perlée. C'est-à-dire qu'au final, le samedi, il n'y a pas grand monde, donc tu comprends, ce samedi-là, je ne le ferai pas. Le lundi, je suis de nuit, c'est un peu, il n'y a pas beaucoup de trains, je ne vais pas laisser au patron. Et ainsi de suite. Donc déjà, de base, quand tu as des grévistes, ils commencent à essayer de... Voilà, vu que tu leur expliques qu'il faut durer et qu'il faut économiser, tu comprends que lui aussi essaye de voir en fonction de comment lui, il peut économiser pour durer aussi à sa manière. Peut-être que c'est déjà trop pour lui, si c'est une grève à l'économie. Mais en plus de ça, comment tu vas aller chercher les autres collègues quand toi tu es au travail? Comment tu motives les autres collègues pour la séquence d'après? Comment tu radicalises une grève? Comme je dis, quand le lundi tu es gréviste et que le mardi tu retournes au travail. Comment le lundi tu vas descendre sur les voies et le mardi aller demander à ton patron comment on fait pour tel client ou tel machin. Le patron il va te dire attends, tu te fous de ma gueule ou quoi? Il va te dire hier tu étais en train de faire la révolution avec tes collègues, vous étiez en train de nous jeter des pierres. Et là, tu es avec ton costume de travail, tu es en train de me dire, patron, comment on fait? Et demain, tu retournes en grève demain. Ça veut dire demain, tu vas remettre un piquet et des pierres et tu vas nous insulter. On sait que c'est pas possible. Et on sait que c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de radicalité. On sait que c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de radicalité dans le mouvement de grève. Et quand tu n'as pas de radicalité, face à ce qui est une des attaques les plus importantes du rail, face à ce qui est la privatisation du rail, ce n'est pas possible, tu ne gagnes pas. Et tu as même ton patron qui te nargue. Parce que le revers de la médaille, quand tu es 2 jours en grève et 3 jours au boulot, c'est que après les 2 jours de grève, tu retournes au boulot. Et les enseignements, les patrons, à force de grève et de lutte et de management et de compréhension du mouvement ouvrier et de son comportement, ils savent y faire aussi. Ils t'expliquent que ta grève hier, elle a servi à rien. Et puis toi, quand tu rentres chez toi et que ta femme ou ton mari, il n'est pas cheminot, lui, il voit que la défaite, parce qu'il allume la télé et qu'il comprend que les trains, ils circulent, et qu'il ne comprend pas pourquoi toi, de 5h du matin jusqu'à minuit, tu n'es pas là. Et puis tu as même hier on en rigolait, mais les bureaucrates de la CGT qui font picoler les gens à 7h du matin, et que tu as des couples qui se détruisent parce que le gars il rentre de manif, il est mort, et que sa femme elle dit je comprends pas moi, est-ce que tu vas te battre pour retirer une réforme ou bien est-ce que tu vas pour t'amuser? Donc si tu vas pour t'amuser et moi tu me laisses dans la merde avec les enfants, moi j'en veux plus de ta grève. Et ton collègue il te dira pas réellement les yeux dans les yeux
les camarades, j'ai des difficultés avec ma femme ou mon mari, il n'osera pas te dire ça. Eh bien, il te dira, ouais, moi, ça ne m'intéresse plus ta grève. Alors que peut-être c'est même pas ça. C'est simplement qu'il a vu qu'il avait beaucoup plus de difficultés dans son foyer et qu'il a mis la priorité dans son foyer et qu'il met en perspective que la grève, pour l'instant, elle ne donne rien du tout et que c'est normal. Toute personne consciente va préférer assurer la survie de son foyer plutôt que voilà. Et derrière, c'est là-haut que ça leur va. Parce qu'ils te disent, regardez, vous voulez la grève reconductible, mais ils ne sont même pas capables de faire 3 séquences. Non, camarades. Les gens ne sont pas capables de faire des grèves partielles, épuisantes, fatigantes, qui ne mènent à rien. Parce que la grève reconductible, c'est une grève politique. C'est une grève dans laquelle, déjà politiquement et psychologiquement, tu t'apprêtes à aller jusqu'au bout, à reprendre le travail uniquement après une victoire. Parfois après une défaite, mais généralement, vous remarquez que les grèves reconductibles, ce n'est pas nous qui les arrêtons, c'est souvent la bureaucratie syndicale qui décide de l'arrêter. Mais la grève reconductible, elle est politique. Elle te permet d'aller faire la jonction, comme on a pu faire avec l'Intergare, avec les facultés occupées, avec des lycéens qui étaient nassés à la Sorbonne, pour ceux qui étaient là ce jour-là, à la fois où ils étaient nassés par les CRS, et qu'on est arrivé avec 500 cheminots, et que d'un coup, le cordon de CRS s'est ouvert. C'est là où tu fais des jonctions et où tu discutes politiquement avec les gens. Parce que les gens ne viennent pas picoler, ils ne viennent pas perdre de l'argent, ils viennent construire une grève, ils viennent construire un rapport de force, ils viennent essayer d'arracher une victoire. Il y avait une phrase que nous on citait souvent de notre camarade Karim, du technicentre du Landy, qui avait dit une belle phrase le 22 mars en Assemblée Générale. Il a dit, on vient régler des comptes des grèves de 2010 et de 2014. Nous aussi, on vient régler des comptes. Mais on vient régler des comptes en tirant les bilans des grèves de 2010 et de 2014 aussi. Non pas de manière aveugle en tombant dans Clem en a parlé, mais une unité syndicale d'appareils, de logos sur un tract dont tu n'es même pas au courant, où le gars il te dit, toi tu es là, tu es en train de dire ouais mais il n'y a personne qui vient dans l'AG. Sauf que le gars qui vient pas en AG, il te dit mais tu veux que je vienne faire en AG quoi? C'est même pas moi qui décide. Le calendrier, il l'a déjà montré, la grève n'a même pas commencé, il nous a déjà dit c'est quand est-ce qu'on fait grève, quand est-ce qu'on arrête. Moi j'ai pas ma voix là-dedans. Mais l'autre ça l'arrange aussi. Parce que vu que le premier ne vient pas à cause de là-haut, là-haut il te dit tu veux décider de quoi? Les gens ne viennent pas, les gens ça leur suffit, ils sont très contents. Donc c'est un peu cet éveil-là que nous on souhaite provoquer chez vous. C'est de ne pas se démoraliser d'une part. Et on n'a pas de quoi se démoraliser lorsqu'on voit la situation en Algérie. Et c'est ça, la force quand tu es communiste révolutionnaire, c'est l'internationalisme. C'est que ça te donne de la force de voir ce que font les autres, de voir le féminisme, on en a parlé au dernier plénier, de voir comment la vague féministe qui a démarré il y a peut-être une dizaine d'années en Amérique du Sud, comment aujourd'hui les enseignements et la politique est en train de commencer à arriver en France. C'est ça ce qui est beau dans l'internationalisme, et c'est la situation politique actuelle. Quand tu n'es pas un syndicaliste corpo et que tu es un militant politique révolutionnaire, tu es enthousiasmé par le mouvement des Gilets jaunes. Tu ne fais pas comme certains syndicalistes qu'on peut entendre, qui ont là la grève de l'an dernier et qui te disent ils étaient où pendant que nous on était en grève. Mais toi tu as envie déjà de lui répondre, toi-même t'étais où déjà? Si toi-même dans ta propre entreprise tu n'es même pas capable de faire plus que 2 jours par-ci, 2 jours par-là, est-ce que moi le boulanger je vais aller faire grève pour toi alors que toi-même tu n'es même pas capable de faire une grève une bonne fois pour toutes? Regardez même sur internet et des usagers venaient nous voir dans les gares. Mais pourquoi vous ne faites pas une grève d'un seul coup? Parce qu'en plus de ça, on les a emmerdés et ils sont partis au boulot. Il y en a une fois, il a dit à cause de vous, on est obligé d'aller au travail. Et on est obligé de se réveiller plus tôt et plus tard. Alors qu'avant, il n'y avait pas de train, tu appelais ton patron, tu disais il n'y a pas de train, et le patron, la boîte, elle ne tournait pas. Et le problème, c'est que nous-mêmes, et vous ne gagnez pas, et nous, on est emmerdés. Donc faites une vraie grève.
Et c'est ça ce que je disais dans les premières lignes du texte de Trotsky. Les gens d'en bas comprennent ce que les chefs ne comprennent pas. C'est que il n'y a pas besoin d'avoir fait un bac en grève ou un master en grève pour comprendre que ce n'est pas possible de lutter. Le camarade Rachid de Châtillon, il avait dit aussi une phrase où on était mort de rire, mais il a dit le corps, il ne peut pas vivre 2 jours sur 3. Ou un truc comme ça, il dit tu peux pas... C'est pas bon pour la santé. Ouais, c'est pas bon pour le corps en fait de faire la 2-5. Ah oui, il a dit c'est pas bon pour le corps de faire 2 jours sur 3 jours. Et je crois qu'il a même fait un exemple avec le ramadan où il disait si tu fais le ramadan 2 jours et tu reprends à manger 3 jours et tu refais le ramadan 2 jours, c'est pas le ramadan. C'est le ramadan, soit tu le fais d'un bout à l'autre, soit tu le fais pas. Mais c'est pour vous dire, enfin pour conclure, voilà un peu l'éveil qu'on veut vous transmettre, c'est-à-dire d'une part de ne pas désespérer, parce que quand on voit la situation politique actuelle, la situation de tension qu'il y a, la gilet jaunisation des profs de l'urgence, où on voit qu'il y a une prise de conscience qu'à un moment donné, il faut des cadres d'auto-organisation et le réveil de la base, il ne faut pas que nous, en tant que cheminots, et c'est pour ça que nous, on veut que nos camarades cheminots avec nous et qui sont proches de nous et qui partagent notre analyse et qui partagent notre politique, qui fassent le pas de commencer à militer politiquement et offensivement avec nous. Non pas juste pour partager des visions sympas de syndicalistes, mais pour comprendre que, à l'image de ce qui a pu être fait de l'Intergare, à l'image de la politique de Paris Nord, et les camarades, enfin les plus anciens, on ne va pas se mentir, on n'a jamais entendu parler de Paris Nord avant l'an dernier. Sudrail Paris Nord n'existait pas avant. C'était un petit syndicat sympa, mais on ne connaissait pas Paris Nord, c'était pas... Et pourquoi Paris Nord, d'un coup, dès la première semaine, ils font les couvertures de Libération, des journaux? Pourquoi on titre la plus grande gare d'Europe étant reconductible? Pourquoi le 22 mars, il y a la totalité des travailleurs de Honnête qui viennent à l'Assemblée Générale de Paris Nord? Parce que nous, on a considéré que la revendication du statut des cheminots pour l'ensemble des travailleurs du rail, ça ne doit pas être un mot d'ordre incantatoire comme ça pour faire joli. Alors on est pour le SMIC à 3 000 €, la retraite à 50 ans, le statut pour tous, mais on ne fait rien du tout. On cherche à organiser personne. Nous, à Paris Nord, à travers les bases de la grève de Honnête, les liens qu'on a tissés avec les grévistes de Honnête, l'échange qu'on a tissé avec eux, on a réussi à les mettre en grève et à faire en sorte que le 22 mars, non seulement les trains n'ont pas roulé, mais les gares aussi n'ont pas été nettoyées ce jour-là, et que les gens ils ont participé à la grève, et qu'on avait l'Assemblée Générale ce jour-là la plus grosse, et le cortège parisien le plus gros ce jour-là. Mais ça s'est fait, les camarades, pas parce que Sudrail Paris Nord est devenu... s'est réveillé un matin et s'est dit « Ah tiens, ici on faisait ça ». Parce qu'il y a des militants révolutionnaires derrière et qui ont une politique construite d'une vision et qui se disent « Voilà, ce qu'on a voulu faire avec Honnête, c'est ce on veut faire nationalement, même internationalement, c'est-à-dire une grève par la base et qui tient les directions syndicales et qui dicte aux directions syndicales ce qu'on doit faire. » Moi, il faut savoir, j'allais dans les réunions de Honnête. Les travailleurs de Honnête changeaient à chaque fois la délégation de chez eux qui n'étaient pas syndiqués pour venir surveiller, écouter ce qui se disait. Et il n'y avait pas... Et le patron, pour vous dire à quel point c'était des négociations qui étaient tenues par la base, dans les négociations, vous avez le patron il vous tend quelque chose, il dit tiens, et il voit si dans l'assistance, il y a quelqu'un qui prend, ou qui prend un petit bout, ou... les camarades, ils venaient avec le mandat de l'Assemblée Générale. Et ils disaient, écoutez, on prend note de ce que vous êtes en train de nous proposer, on va aller demain matin. Et tu as un patron qui est estomaqué, qui ne comprend pas, il n'a pas l'habitude. Le milieu, en plus de la sous-traitance, du nettoyage, pour ceux qui connaissent, et de la sécurité, c'est un milieu un peu de magouille et de corruption. Il ne comprend pas pourquoi, et là, il propose quelque chose et on lui dit ni oui ni non. On lui dit, on prend note, on verra demain. Et au final, ça a obligé le patron à quasiment chaque jour de faire des négociations et puis il s'est habitué. Et il a commencé à dire, bon alors l'Assemblée Générale, qu'est-ce qu'elle a dit? Il a compris que les gens qui étaient devant lui n'étaient que des hommes de paille
malgré qu'ils étaient des secrétaires de la CFDT, mais parce qu'il y avait les autres qui étaient avec le fouet et qui surveillaient si tu as le malheur de dire quelque chose qui ne s'est pas dit. Mais pourquoi nous on n'a pas ça à la SNCF? Pourquoi les gars ils vont discuter et tu sais même pas de quoi ils discutent? Parce qu'il y a un problème. Et là l'interurgence, vous regardez l'interurgence, c'est le collectif interurgence, c'est la première fois que ça se fait, qui discute avec le gouvernement et non pas les organisations syndicales. Parce que le gouvernement il n'est pas bête, il a compris à l'image des gilets jaunes que les organisations syndicales elles n'avaient pas la main sur le mouvement. Et que ça ne servait à rien de discuter avec des gens qui ne sont pas capables de t'arrêter la grève. D'accord? Donc vraiment les derniers mots pour passer au débat. Voilà, c'est de capter un peu tout ça et de se dire voilà, il va y avoir des phases convulsives dans le rail, que ça soit demain ou après-demain, mais c'est comment d'ici là on construit les choses, comment on prépare le terrain, comment on prépare la suite, non pas en se démoralisant, non pas en pensant que les choses elles viennent du ciel, mais comment on fait en sorte d'être prêt le jour J, comment on fait en sorte que l'intergare elle démarre pas après un mois de lutte, mais qu'elle soit déjà prête et qu'il y ait d'autres intergares dans d'autres secteurs qui soient prêts. Mais pour ça, il va falloir convaincre politiquement, stratégiquement, les militants de notre bilan. Parce que notre bilan aujourd'hui, Laurent Brun, dans une interview à l'Humanité il y a 3 semaines, un mois, il a dit « On ne recommencera pas les stratégies de l'an dernier ». C'est quand même gros. Et il s'est vraiment craché au fil. Imaginez votre collègue qui a des difficultés, la mère précaire qui a des enfants, qui est en temps partiel, qui ne sait pas comment gérer quand elle a sacrifié son salaire pour rien du tout et qu'elle voit dans une tribune comme ça, bah on a fait des erreurs et on ne refera plus. Bah la personne elle dira allez, cassez-vous avec vos histoires, moi je n'ai pas de temps à perdre avec vos conneries. En plus de ça, quand après on se fait réprimer, il n'y a personne qui vient dans nos rassemblements. On fait grève, on perd de l'argent pour vous, on prend des risques pour vous, on n'a aucun lien dans les négociations, aucun lien dans la stratégie, aucun lien de décision, on perd de l'argent et maintenant on perd en plus nos emplois, on perd nos postes et malgré ça, on n'a même pas le droit d'avoir une enceinte et un micro et une 50aine de drapeaux devant nous pour témoigner de ce qu'on a fait. Bah, les gens ils vont dire oh, l'autre il a gardé son salaire, il a pris une augmentation salariale et en plus il est au chaud. Et moi je fais tout ça, bah, je ne fais plus. Je m'arrête là les camarades. Merci.